Salut tout le monde, merci d'être avec nous pour une nouvelle émission de PLB Club, la dernière avant la trêve internationale. On va parler de l'actualité de la Première Ligue et de la Bundesliga, comme d'habitude, une petite heure d'émission pour revenir sur les matchs qui ont lieu le week-end passé et ceux qui vont arriver le week-end prochain. Salut Phil. Salut Philippe. Salut Jean-François. Salut Philippe, j'espère qu'on aura quelques nouvelles des Belges aussi du coup, puisque c'est les sélections qui vont tomber. Bien sûr, on va en parler tout au long de l'émission. Mais on va commencer, comme d'habitude, avec notre chapitre anglais. Alors, un petit regard justement, Jean-François, sur les prestations des Belges en Angleterre. Pas de but, pas d'assist, malheureusement. 6 joueurs ont participé aux rencontres de Première Ligue. Vous retenez quoi de cette infographie ? Bon, essentiellement que Lavia continue à avoir du temps de jeu, que visiblement on prend son temps du côté de Chelsea pour le réintégrer. Donc voilà. Et que Doku revient aussi quand même. Doku, en dehors de ce qu'on voit là, mais Doku sur le match d'hier, chapeau. On va en reparler. Trossard n'a pas joué le week-end dernier. Non. En revanche, ce mardi, il était titulaire en match de Ligue des Champions contre Leverkusen, victoire 2-0 d'Arsenal. Il a fait un très gros match. Et en plus, il a donné un bel assist aussi. Ben, justement, un petit mot, au-delà des Belges, un petit mot sur cette journée de Ligue des Champions, parce que Arsenal, effectivement, s'est qualifié, c'était attendu face à Leverkusen, et City, c'était attendu aussi, éliminé par le Real. Oui. C'était un peu dommage. Il y avait moyen sans doute de mettre un peu plus de suspense dans cette rencontre, je pense. Mais bon, avec l'exclusion très rapidement de Bernardo Silva, ça a plombé la rencontre, quoi. J'étais triste de voir City perdre hier parce que je trouve que c'est pas mérité. C'est une habitude contre le Real. Contre le Real. Mais bon, dans le fond de jeu, c'était un match qui était chouette à voir, malgré le fait qu'il n'y a pas d'enjeu, parce que c'était joué avant de démarrer. Est-ce que c'est un petit avantage finalement pour City, on s'entend, d'avoir été éliminé par rapport à Arsenal dans la course au titre, pour essayer de revenir? Ils sont en train de tout perdre en une semaine. Ils vont jouer la finale de la Coupe contre Arsenal. Ils n'ont pas encore perdu. Non, mais bon, ça commence à sentir mauvais pour le titre aussi. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions. C'est quand même tôt pour sortir de la Ligue des Champions pour une équipe comme Manchester City. Bon, c'est un peu difficile, je crois, pour Guardiola pour l'instant. Oui, et puis le problème de Guardiola, ça va être de faire des choix et de laisser beaucoup de joueurs sur le carreau pour cette fin de saison. Parce que quand il y a plusieurs compétitions, là, il va leur rester le championnat où il doit aller jouer les matchs. Et la FA Cup. Ça, c'est une compétition, je pense, qui tient à cœur cette année. Les coupes, les deux coupes nationales. Et le titre, on verra s'ils vont parvenir à revenir sur Arsenal. Bon, le week-end prochain, ce sera la 31e journée de Première Ligue. Arsenal et Manchester City ne joueront pas en Première Ligue puisqu'il y a cette fameuse finale de la Coupe de la Ligue. En revanche, ces deux équipes, évidemment, ont joué le week-end dernier. On va revenir là-dessus parce que c'est quand même la course au titre. Arsenal a gagné et City a partagé. Arsenal a battu Everton à l'Emirates 2-0. Et on a quand même vécu un moment assez magique en tant que supporter neutre, bien entendu. C'est l'entrée au jeu de ce jeune gamin, Max Doman, qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Première Ligue à 16 ans et 73 jours. C'est presque un enfant. C'est magique quand même, ce genre d'événement. Surtout dans un match pareil. Oui, parce qu'il y a l'enjeu. Arsenal a quand même largement dominé, mais s'il n'y a pas l'erreur de Pickford, alors qu'on s'attendait à ce que ce match aille vers un match nul, il n'y a pas ce deuxième but non plus, je pense, parce que les circonstances sont complètement différentes. Donc, ça doit être extraordinaire pour lui de vivre ça, parce que c'est quasiment un but de titre, quoi. Mais d'autant que il est monté à un quart d'heure de la fin, et sur le premier but, Jean-François, il est aussi déterminant. Ouais, c'est lui qui donne le pré-assist. Ouais. Superbe. Alors, il s'entraîne avec cette équipe d'Arsenal pour la première fois. Il avait à peine 14 ans. Il est chaperonné par les anciens, et notamment par Declan Rice, qu'il a pris un petit peu sous son aile. C'est un super talent, annonce-t-on. Enfin, les super talents, on nous a déjà annoncé des dizaines et des dizaines. Donc voilà, ça attend confirmation bien évidemment. Mais moi, ça me rappelle juste une chose, c'est que la précocité dans le football d'aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Tout le monde en parle évidemment, de voir un gamin comme ça qui en plus est efficace. Je rappelle simplement pour l'anecdote, c'est que pour des règlements propre au football anglais et au fait qu'il soit pas majeur, eh bien pour l'instant, il s'habille dans un autre vestiaire. Quand il est à l'hôtel, il dort dans une chambre seul parce que voilà, il est mineur. Single pour lui. Exactement, il est mineur et donc il y a des règlements stricts en Angleterre. C'est le petit clin d'œil, mais c'est pour. C'est sympa. Ouais. C'est sympa. En tout cas, c'était émouvant et je dirais même, vous allez l'entendre à l'interview, Arteta aussi était ému par sa prestation.
And you just have to see him train every single day, honestly. Some of the things that he does is like, he does it against these defenders, you know, in my opinion, are some of the best in the world. So he can do it against anybody else. And the doubt is always, yeah, but he's 16, and the crowd and the pressure and the expectations. But he doesn't seem to be faced very much about that. And he had an incredible moment to all of us. And when you turn around and you see the bench and those eyes just, you know, with that happiness, that joy, that he almost not believing what has just happened. It makes all the sense in the world for what we do and the difficult moments that we go through, and the reaction of the bench as well. When I see everybody so willing to and so genuinely happy about the team winning in the manner that we did it, it's so special. C'est vrai que ce qui était surtout marquant aussi, c'est la manière dont tous les membres du staff et le banc a réagi. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'ils ont déjà le titre en poche. Ouais, Évidemment pas encore le une cas. fois, les circonstances du match font aussi Ouais. que la réaction est énorme, parce que là, c'est la victoire assurée, évidemment. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce genre de match, que ce soit en plus celui qui pouponne depuis 2 ans ou plus dans l'équipe. Bah, oui, forcément, ça donne un caractère, un cachet particulier à ce moment pour tout le monde, je pense. Arteta conquis, d'autres l'ont été aussi, certains consultants, notamment Daniel Sturridge, aussi séduit par ce jeune garçon qui, je vous le rappelle, va encore à l'école, évidemment. If that was you, right, and you were going back into school on Monday, what would you be giving it? Me, I'd be giving. No, I meant like. That's the vibe I'm coming with. And you know what I will say though? How difficult it is to come off the bench. We know what that is. To come into a game, the pace of the game, how difficult Everton made it for Arsenal. To be able to come on at that age and impact the game. Both goals came from him. You have to give the young man a wealth of credit, because it is very, very difficult to be a game changer, and that's exactly what he was. Ouais, Je suis tombé sur une vidéo. Alors, je suis tombé sur une vidéo de lui parce qu'il y a quelques, évidemment, comme maintenant on en parle beaucoup, il y a des vidéos qui ressortent où on le voit faire une sorte de slalom un peu à la Messi et marquer un but, parce qu'il faut savoir ce talent-là attend juste d'éclore, parce qu'évidemment il a ce talent incroyable. Et je retiens un truc qu'Arteta a dit dans son interview, parce que je pense que c'est la clé pour tous les jeunes joueurs, c'est de résister, non pas son talent, il est là, l'euphorie, mais de résister à l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour. Et c'est là qu'il faut voir à 16 ans si on garde les pieds sur terre, ou bien si à un moment donné on perd une connexion avec la réalité, ce que je ne lui souhaite pas. C'est vrai, il faut toujours être prudent. Bon ben, on va l'écouter quand même, c'est très très court, quelques mots de ce jeune garçon. Gooners, thank you so much for your support. Amazing to get my first goal, and see you Tuesday. Voilà, c'est très court, je vous l'avais dit. Merci pour votre soutien. Incroyable d'avoir marqué mon premier but à mardi. Mais c'était pour voir son visage aussi. Donc voilà, Arsenal qui a peut-être fait un pas important vers le titre, parce que Manchester City, le week-end dernier, a été accroché à West Ham. On savait que ça allait être difficile. Cela dit, on va voir les stats. City, Phil aurait en principe quand même dû gagner. Quand vous voyez ces stats-là... Bah, il marque le but sur le seul tir du match, c'est quand même. Mais ça, c'est le foot aussi. Hein, ça peut arriver dans n'importe quelle rencontre. C'est pas la première fois que ça arrive à City d'archi-dominer en possession de balle, d'avoir tous les tirs. Cela dit, en termes de grosses occasions, il n'y en a pas tellement. Non. Pour City dans ce match-là. Donc, ça veut dire qu'ils ont été souvent dans le camp adverse, mais qu'ils n'ont pas eu l'efficacité nécessaire, parce que sinon, ils doivent gagner le match, évidemment. Oui, je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'ils méritaient peut-être de gagner aussi contre le Real. Le problème, c'est que souvent, ils méritent de gagner, mais ne gagnent pas. Pour l'instant, ils ont plus de difficultés. Ça reste un fait. Ouais, 9 points d'avance pour Arsenal. Même si Arsenal a joué un match de plus, c'est plié. Bah non, ça fait théoriquement 6 points. S'ils gagnent leur match de retard, il en reste quand même encore quelques-uns à distribuer. Donc la pression va augmenter malgré tout sur Arsenal aussi, d'autant qu'eux sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils jouent la finale de la Coupe de la Ligue, ils jouent en Cup encore. Ils ont beaucoup de matchs à jouer. Donc, mais ils sont dans une telle dynamique bien sûr, positive. Ouais, ils peuvent contrôler 6 points, mais pas les 3 derniers, quoi. C'est ça le problème maintenant, au jour d'aujourd'hui. C'est voilà, ils contrôlent 6 points. C'est ce qui va se passer chez eux dans le match confrontation directe, et puis ce fameux match en retard. Après, en ayant cette évolution là qu'ils ont pour le moment, je vois pas trop comment ils pourraient justement. Moi, je les vois pas revenir, honnêtement. Ça devient de plus en plus. Et en plus, je vous ai déjà fait une petite confidence, je pense, la semaine dernière, qui fait pas plaisir nécessairement aux supporters qui m'écoutent. Mais je trouve qu'en plus de ça, voilà. Ouais, l'arbitrage.
Moi, je trouve que l'arbitrage en Angleterre est un peu bof-bof pour le moment. Vous avez vu qu'il y a eu une confirmation d'un penalty qui a été refusé à Brighton contre Arsenal. Et le VAR ne l'a pas accordé. On a considéré, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'agence officielle qui revoit toutes les décisions du VAR, c'était penalty, il fallait le siffler. Donc c'est une saison où, effectivement, il y a en plus ce petit brin de chance qu'il faut, qui est nécessaire aussi pour devenir champion, sans doute. Et on ne va pas revenir sur les corners. Non, effectivement, c'est vrai que toutes les planètes semblent s'aligner pour Arsenal. Bon, après la lutte pour le titre, il y a évidemment la lutte pour le top 4, voire le top 5. On sait pourquoi, Phil, puisque la 5e équipe sera peut-être qualifiée aussi pour la Ligue des Champions. C'est très chaud aussi. On va voir, on l'a déjà entreaperçu, le classement et les rencontres qui concernent cette lutte pour le top 4. Ça reste très très chaud parce que à la fois il y a une équipe comme Aston Villa qui perd du rythme depuis pas mal de semaines, une équipe comme Man United qui gagne du rythme depuis plusieurs semaines, et puis derrière Liverpool et Chelsea qui restent quand même très décevants semaine après semaine. Mais on va en parler, mais tu te rends compte, Philippe, que malgré tous les points perdus d'Aston Villa, ils sont toujours 4e. Oui, c'est un truc de fou. Mais ça prouve bien que les autres ne parviennent pas, à part Man United, encore une fois, qui parvient à passer au-dessus. C'est vrai, parce que on l'a vu, Manchester United qui désormais a les plus belles cartes en main. Bon, on a vu le programme ce week-end, donc il y a Bournemouth, Man United, Brighton, Liverpool, Everton, Chelsea. Chelsea, c'est compliqué aussi. Et puis, il y a donc ce fameux match entre Aston Villa et West Ham, dimanche à 15h15. Alors, Aston Villa est 4e. West Ham est 18e. C'est West Ham qui se déplace, et pourtant, est-ce qu'on ne peut pas se dire West Ham favori, évidemment, dans ce match. Oui ou non? Oui, pour les résultats récents des Hammers, on peut dire ça, oui, je pense. Vraiment. Si on se base sur la logique des dernières semaines, oui. On doit avoir en mémoire aussi que ce jeudi, un match encore d'Europa League pour Villa. Ils doivent encore assurer malgré tout leur qualification. Contre Lille. Ils sont bien partis, mais enfin, il faut l'assurer encore à domicile. Et que donc, ils ne pourront... Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils pourront réellement penser à ce match contre West Ham qu'à partir de vendredi. Les têtes vont être occupées jusque demain par cette rencontre d'Europa League. Là où, du côté de West Ham, on prépare sérieusement la confrontation. C'est toute la difficulté, évidemment, pour les équipes européennes. Aston Villa battu 3-1 le week-end passé à Manchester United. On va regarder ensemble les stats d'Aston Villa. On les a déjà regardées la semaine dernière, mais forcément, elles ne se sont pas améliorées. 9 points sur les 10 derniers matchs. 18e bilan sur cette période-là. C'est étonnant, très, très étonnant quand même. C'est une cata. C'est une petite cata. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, parce qu'on a toujours dit qu'Emery était un gars pour les coupes, donc est-ce qu'il ne doit pas se concentrer, il doit avoir vraiment, je pense, c'est pour ça que je parlais aussi de l'Europa League, c'est pour eux, ça devient un vrai objectif cette saison. Si la dynamique comme ça continue en championnat, je pense qu'ils vont quand même sortir du top 4 à un moment donné, ça ne peut pas continuer. Non. Voilà. Emery, tu as raison, il a gagné 4 Europa League, voilà. Avec donc, Séville et Villa. Est-ce que ce ne sera pas ça l'objectif à un moment donné prioritaire? Puis je regarde un petit peu les matchs à venir et proposés. Si jamais Villa ne prend pas des points maintenant, les 2 derniers matchs de la saison, c'est Liverpool et Manchester City. Donc quand on sera au moment de distribuer les derniers... les invitations. Voilà. Liverpool-Aston Villa, ça pourrait être un match pour une place en Ligue des Champions. Ça pourrait, exactement. Ouais. Ça va être très très chaud. 7 petits buts marqués en 10 matchs aussi pour Aston Villa, ce qui est quand même extrêmement peu. Cette équipe qui avait connu une saison extraordinaire jusque grosso modo la fin de l'année. Elle est en train de déraper, comme on l'a déjà dit la semaine passée. Tielemans toujours blessé, évidemment. Camara toujours blessé aussi. Par contre, McGinn est de retour. Mais ils ont quand même été battus avec McGinn aussi. Ça n'a pas changé grand-chose dans le match face à Manchester United. Même s'ils ont au moment où ils égalisent, on se dit peut-être que la dynamique va revenir parce que United n'était quand même pas si fort que ça. Et puis le match a tourné autrement. Unai Emery, ça fait quand même des semaines que les journalistes anglais, notamment, essayent de lui tirer les vers du nez pour voir ce qui ne va pas. Ils ont encore essayé ce week-end. Of course, we are doing overall a good season, but we need to react and to try to recover the structure. Like we are working every day to recover it, and we did on Thursday. Today we did as well. Something's good. And next challenge is on Thursday against Lille at home, and then on Sunday against West Ham at home. Of course, we need to be together. We need to be as well working and with our supporters, trying to support, to help everybody, and work hard like we are doing, and try to get good results. Today we lost, but keep going.
Alors, moi, je vous avoue, pour préparer l'émission, je regarde toutes les interviews, notamment des entraîneurs, dans leur longueur. Donc, il fait des réponses kilométriques, mais il n'en ressort. Mais rien. Quasi Mais c'est rien. tellement représentatif de ce qu'est ce monde, de cet univers du football aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils répondent? Bah oui. Franchement, Phil, tu veux qu'ils répondent quoi? Ben, non, mais je ne sais pas. Mais il fait des réponses kilométriques. Non, mais c'est ça qui est étonné, c'est que la presse attend des réponses, presque des confidences, là où le mec, il va jamais se confier. Ouais. Il protège son équipe, il protège son groupe. S'il a le malheur d'aller jeter un joueur en pâture, ça va se retourner contre lui. Donc là, il est en train de tourner autour du pot depuis des semaines et des semaines parce que ça ne va Ouais, pas. mais il y a je suis d'accord avec toi. Il y a des entraîneurs qui tournent autour du pot en 10 secondes. Mais lui, il tourne autour du pot en 1 minute 30. C'est parce que maintenant, il a appris à maîtriser l'anglais beaucoup Ouais, mieux qu'au début, ouais, ouais. et donc il aime bien parler anglais. Ça lui plaît. Et il tourne bien autour du pot. C'est une très belle langue, effectivement. Bon, allez, la situation de West Ham maintenant qui se déplace. Donc Aston Villa, elle est complètement à l'opposé. West Ham 18e, mais quand même une superbe série. En tout cas, pour une équipe qui joue le maintien, 15 points sur 27. C'est le 6e bilan de Premier League sur cette période-là. C'est quand même assez fantastique, cette remontée. Pas au classement, hein, parce qu'ils sont toujours en difficulté, bah oui, mais au bien niveau sûr. des points. Ouais, ça s'est fort resserré dans le bas aussi. Et visiblement, dans les équipes qui sont mal placées aujourd'hui, c'est West Ham qui paraît la plus armée pour arriver à s'en sortir d'ici Qui a la meilleure dynamique. Oui, bien sûr, et sans doute la meilleure équipe. Hein. Je répéterai juste ce que j'ai déjà dit la semaine dernière, c'est qu'à mon sens, aujourd'hui, cette équipe a retrouvé son ADN. Donc dans la structure de leur jeu, hein, donc voilà, qui avait été modifié à un moment donné par Potter, on l'avait dit, mais voilà, ils ont retrouvé, et donc ça veut dire que les joueurs aujourd'hui sont remis dans leur meilleure disposition, et donc ça reste une équipe dangereuse. Après, est-ce qu'ils vont aller gagner à Aston Villa? Ça, c'est un gros point d'interrogation, parce qu'on n'est pas devin, mais c'est un match ouvert. Ouvert. West Ham a donc partagé le week-end dernier face à City. Un but partout. Bon, ben voilà. Ils ont aussi ces petits facteurs chance en plus maintenant, mais la chance on la provoque, on dit toujours ça en football. Ils n'ont tiré qu'une fois au but, ils égalisent. Ben voilà. Juste. C'est la bonne dynamique qui est récompensée, je pense. Et après, ils ont travaillé pour que ça reste un but partout aussi. Hein. Donc c'est. C'était ce que tu dis est vraiment confirmé par Nuno Espirito Santo. C'est vrai que ça a été un match difficile, mais c'est évidemment un point très, très précieux et il le confirme, évidemment, l'entraîneur portugais. I think was a very good defensive performance. I will say heroic from our boys, yeah. But nothing has changed. Nothing has changed. I think we have to recognize and be humble to say that we have a long way to go. We have hard work in front of us. The boys know it. What it does, it keeps the mood, keeps the good atmosphere in Rush Green for us to prepare the next one. Alors, Rush Green, c'est le centre d'entraînement hein, de l'équipe de West Ham, pour être précis. À propos de Nuno, bon, ben, on rappelle quand même que c'est l'ancien entraîneur de Nottingham Forest, évidemment, mais aussi de Tottenham, et que ces deux clubs sont les principaux rivaux de Tottenham dans la... Et ce seront... De West Ham. De West Ham, pardon, dans la course au maintien. Oui, donc il y a maintenant Aston Villa West Ham. Il faut savoir qu'ils seront Villa arbitre pour le maintien aussi, puisque dans leur programme avant la fin de saison, ils vont rencontrer Nottingham, ils vont rencontrer Tottenham, les deux. Donc tout ça se croise. Il y a tellement de changements d'entraîneurs qu'à un moment donné, forcément... Et ce qui est important, ce que vous l'aurez retenu, c'est le travail, c'est le fait de rester ensemble. On va travailler tous ensemble pour... voilà. Il a quand même cette expérience, je pense. Moi, je ne connais pas, évidemment, on ne connaît pas personnellement Nuno Espirito Santo, mais allez, il a quand même le profil de quelqu'un... Il est plus rassurant que les autres, non? Ouais, mesuré, pondéré. Il n'a pas toujours fait de bons résultats non plus. Cela dit, il a été coach des 4 équipes sur 5 qui sont candidates à la relégation. Oui, c'est vrai. Mais quand tu vois ce qu'il a réussi avec Nottingham il y a deux Non, saisons... c'est sûr, avec Wolverhampton à l'époque aussi. Mais je pense qu'il est, si on sort de son propre ADN, c'est-à-dire, c'est un entraîneur, il l'a dit, on était solide défensivement, donc lui il veut ça, et donc ça se jouera là-dessus, et puis aux détails que peuvent être les faits de match, les phases arrêtées, les décisions des arbitres, etc., quoi. Bon, allez, on parle de Nuno, ça nous amène inévitablement donc au match qui va opposer ce week-end Tottenham et Nottingham Forest, qui est un match super important évidemment pour le maintien. Tottenham est 16e avec 30 points, Nottingham 17e avec 29 points. Il y a West Ham aussi qui est donc là avec 29 points. Et pour parler de ce match et de cette situation quand même extrêmement compliquée de Tottenham, on accueille Thomas. Thomas,
Ashdown, qui est grand supporter des Spurs et qui est donc très inquiet à l'occasion de cette fin de saison. Il peut. Il peut. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité à participer. Explique-nous un petit peu. Bon, tout d'abord, tu as des origines anglaises, si je ne m'abuse, et tu supportes donc Tottenham depuis, tu m'as dit, une trentaine d'années. Pourquoi Tottenham, au fond? Je pense que c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. J'ai également un fils de 6 ans qui lui aussi est fan de Tottenham. Et malheureusement, les quelques derniers mois, on s'est souvent posé la question si finalement c'était pas un cadeau empoisonné qu'on faisait, parce que devoir infliger toute une vie de ça à son propre enfant, c'est dur. Donc malheureusement, c'est quelque chose dans lequel on tombe. On n'a pas toujours le choix. Et bon, voilà, on y est maintenant. Bon, il faut pas que ton gamin il soit dégoûté du foot, hein? Mais bon, ça va aller mieux, hein? Non, mais bon, voilà, je veux dire, il a 6 ans, il a déjà vu une victoire européenne. J'ai dû attendre beaucoup plus longtemps que lui pour voir mon club en gagner une à mon tour. Donc, ça se passe mieux pour lui que moi à l'époque. Effectivement. Le week-end passé, Tottenham a donc pris son premier point. Depuis là. J'avais quand même une question, la question qu'on se pose, parce que Thomas, on se pose toujours une question sur un match. On a mis à la vie, à la mort ce match entre Tottenham et Nottingham. Est-ce que c'est juste ou c'est un peu excessif dans le sens où il y a encore 7 matchs après? Je crois que quand on regarde le chiffre magique pour le maintien, c'est quoi cette année-ci, peut-être 36, 37 points. Je crois qu'on se dit que la moyenne à tenir, c'est finalement 1 point par match, alors qu'ils viennent en une fois ou qu'ils viennent en plusieurs fois. Moi, j'ai accueilli ce point contre Liverpool vraiment avec beaucoup de plaisir, parce que je me disais, ok, voilà, sur ce match-là, c'est toujours ça de prix. Je pense que l'important, c'est surtout pas perdre. Donc, je pense que si on pouvait au moins arracher 1 point ce week-end, il y aura d'autres opportunités encore pour aller chercher des victoires. Il y a des matchs contre Wolverhampton, contre Leeds, qui paraissent peut-être un peu plus abordables. On regarde toujours la qualité des effectifs aussi, et on voit quand même que à Nottingham Forest, il y a des très bons joueurs, des joueurs comme Anderson ou comme Gibbs-White qui peuvent vraiment faire la différence à eux tout seuls, alors que dans d'autres équipes, il n'y a peut-être pas cette profondeur, cette qualité. Donc voilà, je dirais qu'il faut surtout pas perdre, et puis essayer de prendre les 3 points à domicile, ce serait quand même vraiment bien. Tu peux avoir ce raisonnement-là sur un match qui se joue à domicile? On va revenir. On ne peut pas spécialement dire qu'à domicile, ça nous a vraiment beaucoup apporté de succès récemment. Je crois qu'on peut regarder les stats. Oui, on va en parler. On va en parler, oui. On va. 12-18 derniers mois, on peut avoir aucune certitude par rapport au fait d'être à domicile. Donc, oui, malheureusement, on est un peu résigné à devoir tenir ce discours. Je pense qu'on se souvient de saisons précédentes où White Hart Lane ou même Wembley, je veux dire, c'était des stades qui nous ont bien réussi. Ici, depuis qu'on a emménagé dans le nouveau stade, on n'a jamais vraiment pu dire que c'était une forteresse. Donc on est obligé de tenir ce discours. On va revenir sur les matchs à domicile dans un petit instant, mais tout d'abord, on va revenir quand même sur ce premier point pris par Tottenham depuis l'arrivée de Tudor. C'est toi qui commentais le match, Jean-François, à Liverpool. Et on voit quand même ici le bilan d'Igor Tudor qui, est quand même pas bon du tout non plus. Qu'est-ce que tu as pensé de Tottenham dans ce match face à Liverpool? Est-ce que quelque chose a changé dans l'esprit? Ils égalisent à la 90e par Richarlison. Ce que j'ai pensé de Tottenham, c'est que d'abord un constat qu'on fait depuis plusieurs semaines, c'est qu'ils avaient encore 12-13 blessés, de première chose, et que malgré ça, je trouve que dans le contenu de la rencontre, et notamment sur la deuxième mi-temps, c'est pas un point qu'ils ont été volés, hein. Ils n'ont pas été volés le point. Ils ont pris un point qu'ils méritaient de prendre, je trouve, sur l'ensemble des 2 mi-temps. Donc moi, je trouvais que il y avait encore un bon état d'esprit, si ça peut être peut-être le reflet de la manière dont le groupe vit actuellement. Je trouve qu'il y avait un esprit de match encore très positif. Ils ont bien défendu en première mi-temps, je trouve. Et c'était d'autant plus remarquable, à mon avis, qu'après le match catastrophique à l'Atlético, mais qui finalement n'a pas été si mauvais que ça, en dehors de ces erreurs du gardien en début de match, c'est plutôt encourageant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est plus encourageant que ce qu'on a vu les semaines précédentes. Thomas, 2 questions. Tout d'abord, puisque tu fais référence au match à l'Atlético, c'est vrai que moi, il y a une question qui me brûle la langue. Quand on est supporter de Tottenham et qu'on voit ce qui s'est passé à l'Atlético, c'est-à-dire 3-0 après 15 minutes,
Évidemment, il y a ces erreurs de Kinski. Kinski qui est remplacé à la 17e. Qu'est-ce que tu te dis dans ton canapé en voyant ça? Déjà, je crois qu'on voit la composition et on se demande, il est titularisé un gardien si jeune qui a si peu joué récemment, qui a peut-être du potentiel, mais est-ce que c'était vraiment le bon moment de le lancer? Donc il y a forcément des circonstances atténuantes qu'on peut trouver pour un jeune joueur qui est mis dans une situation assez difficile, et forcément aussi des choix qui sont faits par un entraîneur qui est censé être là en gestion de crise, et puis qui au final prend quand même des risques avec ses sélections, fait jouer des systèmes de jeu qui sont quand même, je vais dire, un peu exotiques. On commence à jouer à 3 derrière, alors que récemment, c'est pas du tout comme ça qu'on a joué. Des joueurs qui jouent un peu hors position. Donc, il y a un peu tout ça qui circule. Et puis, alors, d'autre part, on se dit, quand on voit le match, il y avait quand même du fond de jeu, il y avait une bonne attitude. Et c'est sûr qu'on se dit, les erreurs individuelles, il n'y a aucun entraîneur qui va demander à ses joueurs de commettre des erreurs individuelles. Et si on retire ces 3 erreurs individuelles-là, en fait, on se retrouve avec un match qui peut-être être assez équilibré. Donc, tout n'est pas acheté, mais c'est sûr que c'est frustrant. Et je crois que c'est un thème un peu récurrent dans les derniers matchs de Tottenham, c'est qu'il y a plusieurs matchs où on se dit, sans les erreurs individuelles, sans des moments de folie où on a des joueurs importants qui prennent des cartons rouges et qui viennent changer le cours d'un match aussi, on se dit que on a vraiment manqué de chance à différents moments. Alors, tout n'est pas une question de chance, il y a des choix qui sont faits aussi, mais tout ça pour dire que c'est très très difficile de dresser un bilan définitif parce qu'il y a tellement de choses qui jouent. Ouais. Tu es un peu de l'avis d'Igor Tudor aussi. On va l'écouter. On va simplement rappeler qu'il y a le match retour ce jeudi. Le match retour face à la... Pardon ? Mercredi, ce soir. Ce soir, pardon. Ce mercredi face à l'Atlético. Ça va quand même être un peu compliqué. Et donc, pour en revenir au point face à Liverpool, on va écouter précisément Igor Tudor. It's very difficult even to explain the circumstances because you prepare in 1-2 training one thing with then in this morning Connor said that he's not able to play, so you need to change the players, the positions and everything. So it's a moment is really strange, but what I said before to the player, even more challenging, to show who you are as an individual and we as a team. So that was the goal. And the player, I like them very much. They were really, really amazing. Yeah. What was better today? And would you say that's the best your team have played since you took charge a month ago? What I already said, the team spirit was amazing. They were very honest to give everything today what they have in this particular moment. This was the main demand. And then in the end the quality is there. They show that otherwise you don't stay in the game. And you don't take a point in this stadium against this team. Il n'a pas tort. Thomas, quand tu as vu que c'était Igor Tudor qui reprenait l'équipe après le départ de Thomas Frank, tu as pensé quoi? Il est tombé de son fauteuil. Laisse-le répondre. Oui, c'est compliqué. C'est sûr qu'idéalement, on aurait préféré accueillir quelqu'un qui a soit une expérience avérée en première ligue ou, je veux dire, une relation quelconque avec le club. Maintenant, c'est sûr qu'on voit son CV, il a un peu cette réputation de crisis manager où il arrive à obtenir des résultats très rapidement avec différents clubs. Donc, je crois qu'on se disait, ça peut pas être pire que Thomas Frank qui était vraiment un échec complet. Et oui, je veux dire, on avait envie d'espérer, mais c'est sûr que malgré le point de ce week-end, le début est plutôt inquiétant. Et comme je l'ai dit avant, je crois que c'est surtout très inquiétant, c'est les choix qu'il a posés, il ne se facilite pas la vie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont discutables. Et voilà, finalement, c'est le terrain qui donne raison. Et bon, pour le moment, le bilan n'est pas exceptionnel. Donc, ouais, c'est quand même un peu inquiétant. Je peux rajouter juste un truc, je trouve que quand même, je sais pas, c'est mon sentiment, mon ressenti en tout cas, je trouve que ces interventions sont souvent, il y a une pointe d'agressivité dans ce qu'il dit. Dans les interviews, dans les interviews, je parle. Je fais référence à une interview que moi j'ai entendue où il s'appuie justement sur ce résultat ici, en disant et maintenant je vais faire des choix et ceux qui veulent pas suivre ils resteront sur le côté. Et il y a quand même une espèce de toujours menace. Je vois que tu fais oui avec ta tête. T'es d'accord avec moi là, du coup? Je suis tout à fait d'accord et je crois que, spontanément, je me serais dit qu'un entraîneur qui arrivait dans cette situation à l'heure actuelle,
c'est pas le talent le problème. Je veux dire, on a une équipe plein d'internationaux avec, je veux dire, des joueurs qui sont quand même cotés sur, de manière mondiale. Donc je crois que l'enjeu, c'était surtout d'arriver dans un groupe, d'essayer de redonner un peu de confiance à des joueurs qui sont visiblement dans une mauvaise période. Mais si on juge seulement sur le talent, je crois qu'il y a largement de quoi s'en sortir. Donc c'était un peu surprenant de voir un entraîneur arriver avec une approche très disciplinaire où finalement la solution à tout, c'est de courir, et ceux qui courent pas assez, ils sont sur le banc. Et je ne sais pas si c'est forcément la meilleure manière d'obtenir vraiment des performances de joueurs qui sont en manque de confiance, si c'est leur crier dessus. On est à peu près d'accord, c'est ce qu'on a dit les semaines précédentes aussi. Mais je trouve que le plus marquant, tu seras d'accord avec moi, c'est que on regarde l'équipe et on se dit en fait c'est incompréhensible qu'il soit dans cette situation-là, et ça l'était déjà la saison dernière. Certes, ils gagnent la coupe, mais ils sont aussi en position très basse dans le classement. Et c'est incompréhensible quand on regarde l'équipe. Et quand ils choisissent Thomas Frank, on se dit tous, ouais, c'est une bonne option, c'est un bon choix. En soi, oui. En soi, oui. Et puis ça ne marche pas du tout. Et je ne sais pas où est l'explication. Mais on va revenir sur ce dont vous parliez il y a pas longtemps. C'est ce fameux bilan de Tottenham à domicile, parce que ça c'est invraisemblable. Ouais. Et le gros, peut-être l'un des points d'interrogation, il y en a beaucoup, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se passe à domicile ? 10 points sur 45, 2 petites victoires. La première, c'était lors de la première journée, et la deuxième, c'était déjà le 6 décembre, Thomas. Qu'est-ce qui se passe là-bas dans le stade je sais pas, qui fait que les joueurs ne parviennent pas à performer à domicile ? Oui, je crois qu'il y a plusieurs facteurs, mais je crois qu'il y a surtout un gros problème au sein du club, c'est qu'il y a une espèce de désamour entre les dirigeants du club et les supporters. Je crois que là où les entraîneurs, les joueurs disent qu'ils veulent pouvoir compter sur le 12e homme, mais en fait, ce 12e homme, est de plus en plus éloigné du club. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de colère envers la direction, comment le club est géré depuis un certain nombre d'années. Aussi une propension à vouloir maximiser les revenus. Donc, c'est bien de vendre des tickets à des touristes interchangeables qui viennent pour le week-end, qui sont prêts à payer des sommes faramineuses pour venir voir un match, mais qui sont pas vraiment l'âme du club. Et puis alors après, les supporters de longue date qui sont censés porter l'équipe et mettre l'ambiance, qui sont de plus en plus évincés, ça devient de plus en plus cher, le ticket le plus cher de Première Ligue, avec des promesses qui sont faites par les dirigeants, mais ces dirigeants qui tiennent rarement leurs promesses quand il s'agit d'investir dans l'équipe. C'est un peu un problème général dans les clubs anglais actuellement, cet aspect de supporters qui viennent de l'étranger. Mais je me souviens bien quand Son jouait, moi j'étais un jour à Londres, j'ai pris le train, il y avait des Coréens dans le train et tout le monde parlait de Son, mais ce ne sont pas des gens qui ne savent même pas où ça se trouve Tottenham, seulement ils savent que Son est là. Alors, il y a un truc qui m'a frappé aussi, c'est j'ai consulté les bilans de recrutement chaque année de Tottenham. Oui, moi avant que tu dises ça, juste un mot, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas assez d'investissement, et j'ai entendu déjà certains qui disaient qu'il n'y a pas assez d'investissement. Je ne suis pas d'accord, mais Philippe va expliquer pourquoi. Oui, mais on va surtout aussi d'abord écouter, rappelez-vous, avant de parler des investissements, moi je voulais vous proposer d'écouter ou de réécouter quand même une interview, un morceau d'interview d'Antonio Conte, parce que bon, voilà, il y a beaucoup d'entraîneurs qui se sont succédés du côté de Tottenham ces dernières saisons. Je pense que c'est quand même un problème aussi. Plusieurs d'entre eux ne disent rien sauf lui. Waouh, ça dépend. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui étaient pas trop à l'aise, on va dire, dans ce club. Lui, il se plaint vraiment. On va se souvenir, mais vous en souvenez peut-être de ce qu'il disait Antonio Conte il n'y a pas si longtemps. This is the first time in my career to see a situation like this. But compare last season, the situation went to become worse because they are used here. They're used here. Don't play for something important. Tottenham story is this: 20 years that there is the owner and never won something. But why? Only for the fault is only for the club or for every manager that stay here. And I have seen the manager that Tottenham had on the bench.
Je suis d'accord, hein, c'est une interview qui date d'il y a quelques temps. C'était évidemment avant la victoire en Europa League, avant le départ de Lévy, mais ces propos, comme ceux d'autres entraîneurs, Thomas, est-ce que c'est pas le signe aussi quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau de l'ambition, de l'organisation générale, de l'atmosphère du club? Quel est ton avis, toi, en tant que supporter? Alors, je crois que c'est pas seulement Antonio Conte qui l'a dit. Je crois qu'on peut regarder des interviews de Ange Postecoglou ou de Mourinho qui tiendront des propos assez similaires. Je crois qu'il y a même à différents moments la direction, des gens comme Daniel Lévy qui l'ont dit. Ils ont dit voilà, on a perdu de vue le sportif, on s'est trop focalisé sur le stade. Et bon, je crois que Daniel Lévy, par exemple, pariait surtout sur le fait que le monde du foot allait évoluer dans un sens où un club qui arrive à générer des revenus avec le fair play financier, tout ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, c'est ça qui va donner les moyens au club d'après construire une équipe. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu énormément d'investissements dans l'infrastructure. C'est vrai qu'on a un magnifique centre d'entraînement, on a un magnifique stade, on a, des concerts toutes les 2 semaines dans le stade, et je veux dire, ça génère plein de revenus. Mais après, derrière, on voit que il y a très peu de ces revenus qui sont réinvestis. Alors, je sais que si on regarde uniquement des montants de transfert, là, les montants peuvent parfois paraître importants. Mais je crois que c'est donc le cabinet de comptabilité Deloitte qui publie une étude chaque année et qui montre en fait le pourcentage des revenus qui est réinvesti dans les salaires des joueurs. Et Tottenham a une des masses salariales les plus basses en Première Ligue comparativement aux revenus. Et donc, on se demande, tiens, finalement, ce positionnement où on veut faire partie de l'élite financière, soi-disant Tottenham, c'est le 8e ou le 9e club le plus riche du monde, et derrière, on pratique des politiques de prix au niveau des tickets qui sont faramineuses, tout ça. Et malgré ça, je veux dire, on se retrouve avec des périodes où on n'achète pas de joueurs pendant 2 ans, ce qui était le cas sous Pochettino. On se retrouve avec des mercatos où on achète peut-être un joueur confirmé comme Solanke, et puis alors après le reste c'est tous des jeunes dont on n'a jamais entendu parler. La blague dans les supporters de Tottenham, c'est quand on signe un nouveau joueur, est-ce que c'est un joueur qu'il faut rechercher sur Google pour savoir qui c'est? Donc, je veux dire, c'est souvent des joueurs. Là, c'est un peu. Excuse-moi de t'interrompre, c'est un peu sévère, ça quand même. Enfin, on a vu, excuse-moi Jean-François, on a vu quand même la liste des joueurs qui ont été acquis sur les 2 dernières mercatos. Il ne faut pas aller sur Google pour voir le profil de Colomwani ou de Xavi Simons, de Gallagher. Non, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Après, moi, je trouve que c'est un des noyaux, je l'ai déjà dit à plus d'une reprise, c'est un des noyaux de Première Ligue que je trouve les plus séduisants. Là où il y a un autre problème, parce que ça, c'est peut-être plus dans la réalité, c'est se poser d'autres questions, du style la gestion du noyau, la façon dont on va faire avec les joueurs qu'on a. Il y a 13 blessés, il faut s'interroger peut-être aussi sur les raisons de tous ces blessés, dont 5 ou 6 lésions musculaires. Aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est-à-dire que des joueurs blessés, ça veut aussi dire qu'on ne sait pas les amener dans leur progression, et donc c'est ça que je trouve un petit peu gênant. On enlève la concurrence aussi, etc. Donc je suis pas certain que ce soit uniquement, et puis je laisserai Phil peut-être réagir sur l'aspect purement financier, mais je trouve quand même que des bons joueurs, il y en a. Après, je trouve qu'il y a autre chose, et ça me fait penser à d'autres clubs, parfois même plus proches de nous ici, dans notre environnement belge, etc., où il y a de bons joueurs aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces bons joueurs? Il y a des dynamiques de clubs dans lesquelles les joueurs grandissent. Je vais prendre un exemple. Casemiro. Tout le monde allait le jeter dehors il y a 1 an. Il était vieux, il était obsolète, c'était fini, c'était machin. Aujourd'hui, les supporters crient tous encore 1 an, encore 1 an, encore 1 an. Je dis, c'est le même gars. Et donc, à un moment donné, la question à se poser, c'est pas tellement, c'est comment on fait pour que tous ces types qui sont au sein de ce noyau aujourd'hui et qui ont franchement des qualités. Enfin, ils ont 4 centres avant, je l'ai déjà dit. Ils ont Richarlison, ils ont Solanke, ils ont Colomwani, et ils ont le dernier, c'est Matistel qui peut jouer sur un flanc aussi. Mais ils en ont 4.
Et il n'y en a aucun d'eux qui trouve grâce aux yeux de personne. Non, c'est pas possible. Cela dit, je comprends ce qu'il veut dire. Oui, moi aussi, je comprends. Parce que je comprends. le montant de transfert de Tottenham chaque année en moyenne, c'est plus ou moins entre 150 et 250 millions, plus ou moins. Mais c'est un montant de transfert très moyen pour la Première Ligue. C'est pas dans le top. Les grands clubs dépensent beaucoup plus que ça. Moi, ce qui m'a frappé en regardant les balances de transfert, c'est que depuis l'année, je me souviens plus de l'année exacte, mais quand Son est arrivé, c'est la dernière année où la balance transfert-départ était positive. Depuis, ce sont chaque fois des balances, pas énormes, 15 millions, 50 millions cette année. Mais ça veut dire que les revenus viennent d'ailleurs. Et comme tu l'as dit, on a le nouveau stade, c'est devenu plus une salle de spectacle que réellement un stade de football. C'est un peu le problème du foot moderne. On va voir ça ailleurs aussi. Manchester United. Les supporters aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils réclament? Le retour de Pochettino, qui est quand même le seul entraîneur qui n'a jamais rien gagné. Non, il y en a beaucoup qui n'ont pas gagné grand. Non, il n'a pas gagné, il n'a rien gagné, mais il y en a d'autres qui n'ont pas gagné non plus. C'était une époque quand même beaucoup plus. Mais il est resté 5 ans. Quand même. Okay. Je pense que ce qui manque au club, c'est de la stabilité, un club qui est remis sur les rails, du sportif, parce que c'est ça qui doit prédominer. Et là, j'entends évidemment que les concerts, les trucs, la rentabilité, tout ça, on se concentre sur de mauvais objectifs. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on fait grandir le potentiel qu'on a. Oui, bien sûr, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Ok. On est tous d'accord, en fait, c'est bien. Ah non, on est tous d'accord. Alors, parfois, les uns s'expriment d'une certaine manière, les autres d'une autre manière, et finalement, on se rend compte qu'on est presque toujours d'accord. Ou presque. Bien. On a parlé des transferts de Tottenham. On va quitter un petit peu Tottenham maintenant pour quand même parler aussi, Thomas, parce que c'est important, c'est l'équipe que vous allez rencontrer le week-end prochain. Parce que pour éviter la descente, il va quand même falloir faire un résultat face à Nottingham. C'est aussi une équipe qui est en plein doute. 4 entraîneurs consommés, Nuno, Postecoglou, 2 anciens de Tottenham, Daesh, et maintenant c'est Vitor Pereira qui est en place. 1 point pris le week-end dernier face à Fulham. Une défaite aussi en Europa League jeudi dernier, 0-1 contre Midtjylland, et un match retour au Danemark ce jeudi. Alors, petite question tout d'abord, est-ce que ça, justement, les matchs européens de Nottingham, c'est pas un avantage pour Tottenham? Ce qui est incroyable, c'est de retrouver 2 clubs qui luttent pour le maintien et qui sont tous les 2 européens. Ça, c'est incroyable. Et la deuxième chose, la bonne nouvelle, c'est que Pereira pourra après aller peut-être à Tottenham. Du coup. Comme tous les autres. Je vois la grimace de Thomas. Mais c'est une situation très différente de Tottenham. Parce que là, justement, on parlait du stade et de l'ambiance. Ça reste un petit stade à l'anglaise, Nottingham. C'était l'année où ils font une très bonne saison, c'était une forteresse. Même quand ils étaient menacés de descendre, c'est là qu'ils gagnaient les points. Il y avait un esprit, il y avait une âme. Et ça, ils l'ont perdu à cause de la direction, clairement. Ouais. À cause de leur président qui a foutu le brin, comme on dit en Wallonie. Non, mais c'est vrai. La fin de saison, la dernière. Marinakis, oui. La fin de la saison dernière, on se dit, mais c'est pas possible quand même. Ils ont fait une saison extraordinaire et ça finit en conflit total entre l'entraîneur et le président. C'est incompréhensible. Donc, c'est vraiment une situation complètement différente. Ils n'ont pas les moyens d'une équipe comme Tottenham, ils n'ont pas la même qualité de joueurs. Sur papier, il n'y a pas photo sur les noyaux. Non. Thomas, tu as un avis sur cette équipe de Nottingham que vous allez... Enfin, je dis vous parce que je te considère presque comme étant dans le noyau de cette équipe que vous allez rencontrer ce week-end. Tu en penses quoi? Alors, c'est sûr que ça a toujours été la question, plus récemment, et il y a déjà quelque chose qui lie un peu le club aussi, les 2 clubs, pardon. C'est cet été le transfert avorté de Gibbs White qui devait normalement venir à Tottenham, et puis Marinakis est revenu dans la danse et a convaincu Gibbs White de rester. Alors, en bien ou en mal, ça, je laisse les supporters neutres se positionner, mais c'est sûr que c'est un propriétaire qui est extrêmement impliqué dans la gestion opérationnelle du club, de nouveau en bien ou en pas bien, mais c'est sûr que d'un point de vue d'un supporter de Tottenham, au moins on peut dire il a investi, il a envie de gagner, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de tirer son équipe vers le haut. Oui, c'est un caractère qui est pas facile, et oui, éthiquement parlant, on peut peut-être parler de son parcours, en dehors d'être président de club, mais au moins c'est quelqu'un qui va tout faire pour essayer de gagner. Et ça, je dois avouer que d'un point de vue d'un supporter de Tottenham, ce serait quand même agréable d'avoir ça. Alors après l'équipe, comme je le disais, oui, il y a une équipe qui tourne pas trop, mais qui a quand même, malgré, un budget plus restreint, des beaux joueurs, quoi.
Et on voit, ils ont des défenseurs centraux comme Murillo qui est un super joueur. J'ai parlé d'Elliot Anderson qui va sans doute être titulaire avec l'Angleterre à la Coupe du Monde. Gibbs White, enfin, il y a des beaux joueurs. Tu as raison, Gibbs White, tu as raison de rappeler qu'il pouvait aller à Tottenham. Et on sait qu'à Nottingham, il est très très important. Anderson, moi j'ai fait, et toi aussi je pense, vous aussi récemment Nottingham, Anderson c'est quand même solide, Gibbs White c'est solide. Le problème, oui. Non, mais vas-y, termine le problème. Non, le problème c'est que les attaquants spécifiques, les avant-centres, ils sont quasiment muets, Jean-François. Ah ouais, Chris Wood qui est blessé quasiment toute la saison. Pour ce club-là, c'est une cata. Parce que moi je me souviens. Parce qu'ils n'ont pas 4 attaquants comme de l'autre côté. Non, bien sûr. Donc, parce que certains l'ont critiqué Chris Wood dans le passé parce que 33 et il y a 2 ans, il mettait 20 buts. Hein. Mais tu sais, je voudrais juste rebondir sur évidemment les attaquants, parce que Igor Jesus, je l'ai vu jouer plusieurs fois, et Aouni, on l'a vu passer chez nous dans notre compétition, donc on le connaît bien. C'est pas mauvais. C'est pas des mauvais joueurs. Enfin, 2 buts et 1 but. C'est très peu. Mais je veux juste rebondir sur une histoire avec Gibbs White. La question fondamentale que je me pose, et là où je veux bien vous rejoindre dans des discussions d'argent aujourd'hui, parce que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les joueurs en Angleterre, l'Angleterre, c'est la poule aux œufs d'or, hein, donc c'est-à-dire c'est des gros contrats, c'est des machins. Les joueurs, ils jouent encore pour quoi? Pour l'argent ou pour le succès sportif? Parce que quelqu'un comme Gibbs White, s'il aurait pu, qu'est-ce qu'on gagne chez l'un et chez l'autre, j'en sais rien, j'ai pas vu les contrats. Mais ce que je veux dire, c'est que si on rentre dans la notion d'argent pur, c'est la difficulté de ces clubs-là, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'argent, mais en même temps, il y a un ordre, il y a un premier, un deuxième, forcément, à la fin de la saison, il y aura un premier et un 20e, donc voilà, ils ont tous beaucoup d'argent, et donc ils sont tous, à un moment donné, susceptibles qu'on leur fasse des reproches en termes de rentabilité. Mais l'exemple de Gibbs White, c'est un bon exemple, il suffit qu'on allonge un petit peu, et hop, je re-signe du coup, voilà. Donc pourquoi joue-t-il? C'est une grande question, effectivement. Bon, l'argent, ça fait en général, sur l'ensemble d'une carrière, ce sont des millions, des millions, des millions. Donc. Je sais. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. On va pas. On n'a pas le temps. Non, c'est normal. Oui. Mais non, parce qu'en plus, avec Thomas, qui s'y connaît, je pense, vraiment sur la question, on peut encore discuter pendant ça va, Thomas, je vais t'appeler, on va discuter d'argent. Voilà. Appelez-vous après l'émission. On va te laisser ici, Thomas. Effectivement, on est un petit peu pris par le temps, et en te remerciant vraiment beaucoup d'avoir participé, parce que c'était intéressant d'avoir une réflexion d'un supporter et une réflexion vraiment pondérée et intelligente. On pourra le réinviter quand Tottenham sera sauvé, peut-être. Ouais, d'accord. Mais on attend pour prendre rendez-vous alors. Non, mais on s'y engage par contre. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. On s'y engage. On s'y engage. Petite question comme ça. Quand tu regardes les matchs, parce que j'imagine que tu dois être dans un stress, comme beaucoup de supporters, un stress incroyable. Avant les matchs, tu as un rituel en particulier je sais pas, tu fais de la relaxation, ou tu allumes un cierge, tu prends un Xanax. En réalité, pour le moment, donc je fais partie du club de supporters de Tottenham ici à Bruxelles, et c'est un peu des séances de psychothérapie collective, je pense, de regarder des matchs ensemble pour le moment. On n'a pas spécialement de rituel d'avant-match, mais on a un rituel d'après-match. Et le rituel d'après-match, c'est que on essaye toujours de clôturer le match avec un verre ensemble, mais le verre qu'on choisit, ce qu'on va boire, doit refléter l'émotion du match. Donc ça veut dire que si c'est une victoire en Europa League, c'est le meilleur cocktail, le meilleur verre de whisky, la meilleure boisson qu'on peut imaginer, le meilleur verre de vin, peu importe ce qu'on aime bien. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis alors après, quand sont des défaites incompréhensibles, là, on commence à sombrer dans quelque chose de beaucoup moins agréable. Et donc, les derniers matchs, on était en train de se demander si c'était pas un shot d'essence qu'on allait devoir prendre, parce que ça devient absurde, quoi. Donc, ça, c'est notre petit rituel. Je termine. Attends. Oui. Voilà. Non, je termine avec quand même encore une question, et sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure. Arsenal champion, Tottenham descend. Vous faites quoi? Tu m'as dit, ils boivent, ils t'ont dit qu'ils allaient boire. Tu m'as dit, Orantel, il va y avoir des morts. Tu exagères. C'est vraiment le cauchemar réveillé, quoi. Je veux dire, je pense qu'on en avait discuté. Et en étant vraiment honnête,
c'est vrai que quand on voit comment Arsenal est géré ces quelques dernières années, on se dit ils ont fait tous les bons choix. Ils sortent des jeunes, ils dépensent de l'argent. Quand ils achètent intelligemment. Ils ont construit un bel effectif avec de la profondeur. De discuter du style de jeu, mais bon, ça c'est surtout venant d'un supporter de Tottenham, c'est peut-être aussi un peu cynique. Mais objectivement, ils ont fait pas mal de bons choix. Mais ce qui est vraiment frustrant, c'est que si on revient 5 ou 6 ans en arrière, on était en finale de Champions League, on avait un bel effectif avec tous les jeunes, on avait un entraîneur en place, on se disait qu'on était à 2-3 joueurs près de vraiment pouvoir gagner quelque chose d'important, soit en première ligue, soit au niveau européen. Et on voit que depuis, les tendances se sont complètement inversées. Et enfin, je pense de là aussi que beaucoup de la frustration et de la colère vient. C'est quand on voit comment les autres clubs sont gérés, on a envie de s'arracher les cheveux. Et je veux vraiment pas remuer le couteau dans la plaie, mais Arsenal peut être champion, peut gagner la FA Cup, la Coupe de la Ligue. Mais arrête de l'embêter, Philippe. Mais non, je charrie un petit peu. Parce que je comprends. Mais non. Je vais peut-être pas revenir. Non, c'était vraiment sympa. Merci Thomas. Merci Thomas, c'était chouette. Et tu reviens quand tu veux. Et effectivement, si Tottenham se sauve et que tu es d'accord, t'es le bienvenu. On bavardera encore avec plaisir avec toi. Ça va? Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Ciao. Bientôt, au revoir. Voilà, bientôt. C'était chouette d'avoir quelqu'un qui s'y connaît bien et en plus qui a de l'humour et qui est vraiment sympa. Allez, on passe. Et qu'on sent souffrir quelque part. Et qu'on sent souffrir, évidemment, et pour lequel on a forcément un petit peu de compassion. On passe au programme de Play Sport pour le week-end. Il y a beaucoup de matchs, évidemment. Bournemouth face à Man United. United. Vendredi, Brighton, Liverpool, Fulham, Burnley, Everton, Chelsea, Leeds, Brentford. Mais le gros, si j'ose dire, du programme, eh bien, c'est dimanche, parce qu'il y a quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, le derby entre Newcastle et Sunderland. Bon, au niveau de l'enjeu, c'est moins important, mais au niveau de la fête, ça va être bien. Au niveau de la fête, ça va être bien aussi. Ça fait longtemps. Hein. L'engagement aussi. L'engagement aussi, c'est toujours un terrible match. La bière noire va couler à flot. C'est la tradition chez les Magpies. Voilà. Allez, voilà pour l'Angleterre, on ouvre rapidement notre chapitre allemand. Les prestations des Belges en Bundesliga maintenant, on peut en dire quoi? Je vais dire rien de bien neuf. Sambi s'est réinstallé dans l'équipe de Hambourg, par exemple. Oui, mais c'est surtout, on peut le dire, c'est quasiment le meilleur joueur de la saison belge en Bundesliga actuellement, avec les performances, 4 buts, et puis son temps de jeu qui continue à augmenter malgré sa blessure. C'est tout à fait... Alors, il y a juste Linen qui n'était pas dans l'équipe. Blessé, lésion musculaire, c'est rarissime, il n'a pas joué, effectivement. Van de Voort, titulaire dans le but de Leipzig, puisque Goulachi est blessé. Le week-end précédent, il avait arrêté un penalty. Ce week-end-ci, il a commis une erreur, une grosse boulette qui a malheureusement précipité la défaite de son équipe Leipzig battu à Stuttgart 1-0. C'était un match important dans la lutte pour le top 4. Ce qui nous amène à l'affiche du week-end en Allemagne, qui est aussi très importante, bien sûr, dans la perspective du top 4. Leipzig, précisément, accueille Hoffenheim. Victoire à tout prix pour Leipzig, point d'interrogation. On va voir le classement et cette fameuse lutte pour le top 4 en Allemagne, parce qu'elle est aussi très très serrée. Honnêtement, pour répondre à la question, je dirais oui. Ce week-end-ci, ça peut être un week-end, parce que si Stuttgart s'impose et Hoffenheim gagne forcément dans son match face à Leipzig, on se retrouve avec 6 points d'écart dans un sprint final. Ça commence quand même à être... Donc c'est vraiment, je pense, le week-end plus qu'important pour Leipzig. Il faut rappeler, en 2 mots, mais vraiment très court, Phil, la 5e place risque ou pourrait être qualificative. Elle peut encore être qualifiée. Ça se joue entre les Italiens, les Espagnols et les Allemands. Donc, ça dépendra des résultats en Coupe d'Europe. Leverkusen est 6e et a pris un point contre le Bayern et se rend à Hoffenheim. Donc on peut imaginer peut-être que... à Heidenheim, pardon, qui est dernier. Donc là, il y aura peut-être 3 points pour le Bayern. Bon, Leipzig a donc été battu dans ce match important à Stuttgart, défaite 0-1. Au-delà du résultat... moi, j'ai fait ce match-là. Il y a quelque chose qui m'est venu vraiment à l'esprit, c'est qu'il y a un autre joueur, à part Van de Voort qui a commis cette erreur, qui est quand même qui a loupé son match et qui est passé à travers, c'est Yann Diomandé. Or, depuis le début de la saison, il est très très bon et c'est au niveau offensif certainement l'homme le plus dangereux de cette équipe. C'est aussi peut-être, on va voir ses stats, c'est peut-être aussi l'élément clé de cette équipe, et quand il n'est pas à niveau, c'est toute l'équipe qui souffre parce que regardez ses stats. C'est étonnant quand même. Ouais, il y a un petit truc qu'il faut savoir sur lui, c'est que en dehors du fait qu'il soit très
voilà, enfin, qu'il a d'énormes qualités, etc. Mais je pense qu'il est occupé un peu, son esprit est occupé de nouveau par les transferts. Ouais. Il est fort sollicité et donc il a un peu la tête ailleurs. Il y a le Bayern qui est derrière, il y a Liverpool qui est derrière, il y en a beaucoup qui sont derrière. Son prix affiché est de 100 millions d'euros. Ils ne savent pas à qui il doit parler. Ils doivent parler. En fait, ce qui est étonnant chez ce garçon, ce gamin, c'est qu'il est performant sportivement, mais on ne sait pas par qui il est entouré. C'est-à-dire qu'il a 36 000 personnes qui le représentent, il change tout le temps, ils rompt des contrats unilatéraux. Enfin, en dehors du foot, il est un peu particulier quand même. Hein, donc, ça, c'est pas très bon. Hein. C'est pas très bon, mais il valait 20. Ils l'ont acheté à Leganés 20 millions. Hein. Ah oui, je sais. Et là, maintenant, ils sont sur un prix de 100 millions. Bon, voilà. On verra, effectivement, il faut être bien entouré. C'est pas pour ça qu'ils en feront des choses utiles. Hein. Non. Ces derniers temps, on a vu beaucoup de clubs gagner beaucoup d'argent et pas forcément bien la Mais la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce match-là, il le rate. Parce que pour l'instant, malheureusement, dans ce moment crucial, il a la tête qui tape ailleurs. Maintenant, ça peut arriver aussi de passer à côté d'un match. On verra comment il va se reprendre éventuellement face à Hoffenheim, cette équipe d'Hoffenheim qui est la belle surprise de la saison en Allemagne, même si les résultats sont un petit peu irréguliers ces dernières semaines. On va les observer, ces résultats d'Hoffenheim. 8 points sur 18. C'est par rapport à cette saison-ci, c'est pas extraordinaire. Un petit partage quand même contre Wolfsburg le week-end passé, c'est pas exceptionnel. Cette équipe, il faut quand même le rappeler aussi, les gars, elle jouait le maintien la saison dernière. Oui, bien sûr. Donc ils sont en performance supérieure à ce qu'on attendait d'eux, certainement. La grosse défaite au Bayern a sans doute eu un effet calmant sur toute l'équipe, et du coup, il faut un peu moins de résultats derrière. Ici, le match à Leipzig, c'est la bonne manière de se reprendre et de repartir pour la dernière ligne droite en Bundesliga et aller décrocher cette place en Ligue des Champions. Ouais, on rappelle qu'au mois de novembre, ils ont gagné la première confrontation 3-1. Donc voilà. Et aussi le fait qu'ils aient joué, c'est assez marrant, mais le fait que Leipzig retrouve son stade et qu'Hoffenheim joue à l'extérieur, je ne sais pas si c'est un désavantage pour Hoffenheim, parce qu'il faut savoir qu'à domicile, quand même, cette équipe de Leipzig, elle rame un petit peu depuis le début de la saison. Ouais. Et donc, ils retrouvent un stade dans lequel, sur les 7 derniers matchs à domicile, on ne peut remporter que 2 victoires à Leipzig. Donc, je dirais qu'Hoffenheim, dans ce match-là, une belle carte à jouer. C'est pas à domicile, Leipzig, c'est pas aussi grave que Tottenham, mais c'est vrai que bien sûr. Pas exceptionnel non plus. Ce sera un match intéressant. Il y a toujours Kramaric aussi, qui est là dans cette équipe d'Hoffenheim, qui est là depuis une dizaine d'années et qui continue à marquer des buts, le Croate. On a l'impression qu'il est là depuis la fondation de la Bundesliga. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Allez, juste encore ceci pour sourire. Ça se passe juste avant un match à Saint-Pauli. C'est traditionnel, il fait ça chaque fois, je crois. Je me suis demandé, mais je me suis demandé moi combien ferait son carré. Donc j'attendais avec impatience le moment où les supporters allaient arrêter de chanter, enfin de crier, pardon. Ils font ça tout le temps, tu dis, Phil. C'est à Saint-Pauli. Je crois que c'est traditionnel. C'est sympa. Ça te rappelle des souvenirs, toujours. T'as quand même été dans le staff de l'équipe nationale des espoirs, mais il n'y avait pas le Heinz, toi. Non, pas du tout. Non, mais c'est chouette, je trouve, de voir ça. Moi, c'est pour ça que le foot allemand a quand même, par son public. Oui, et puis le public de Saint-Pauli est très particulier. C'est ce côté populaire de Hambourg, qui a une réputation de fête comme ça. Donc voilà, il y a la complicité aussi avec. On voit la complicité entre ces préparateurs physiques. Il va boire une grande bière après avec les supporters. Ok, allez, on termine là-dessus. On regarde ensemble maintenant le programme de Play Sport pour la Bundesliga. Leipzig, Hoffenheim, on vient d'en parler. Bayern Union Berlin. Le Bayern qui fera sans doute un petit pas supplémentaire vers leur titre. Qui va jouer avec son 4e gardien. Oui, on annonce un joueur de 16 ans, je crois. Oui. C'est vrai qu'ils ont 3 gardiens blessés. C'est vrai. Heureusement qu'ils ont des points d'avance quand même. Ouais. Dortmund face à Hambourg, intéressant. Augsbourg, Stuttgart, c'est Stuttgart qui connaîtra le résultat des autres aussi. Ça reste. Psychologiquement, ça peut avoir éventuellement une incidence. L'Europa League, n'oublions pas ces rencontres de ce jeudi. Qui fait quoi? Jean-François Phil. Non, moi je ne serai pas. Non, moi je fais Betis Panathinaikos. Voilà. Roma-Bologne, c'est pour Serge. Midtjylland-Nottingham, c'est pour toi. Lyon-Celta Vigo, ça reste Baptiste. Et Real, Panathinaikos, c'est Philippe. Voilà, les rendez-vous sont pris. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On le dit chaque semaine. N'hésitez pas. Merci Phil, merci Jean-François. Il n'y a pas de PLB Club la semaine prochaine puisque c'est la trêve internationale. On se retrouve donc dans 15 jours. Merci à toute l'équipe technique. Passez une belle semaine. À très bientôt. Bye bye.